Bonjour à tous et bienvenue à cette quatrième séance dans le cadre de notre formation de base pour débutants avec les outils de Web of Science et pas uniquement Web of Science. Donc notre quatrième séance, ce module D, nous allons étudier l'impact des publications. Et alors aujourd'hui, quels sont les outils que nous allons utiliser? Nous allons utiliser à nouveau Web of Science. Nous allons faire des choses totalement différentes aujourd'hui par rapport aux affiliations. Et nous allons commencer à utiliser Essential Science Indicators, donc une introduction à cet outil et surtout aux indicateurs d'impact, quelque chose qui est essentiel pour continuer ensuite avec le module E et Insights. Alors voici l'agenda de notre formation d'aujourd'hui, de notre module D. Donc comme vous le voyez, on va commencer avec Web of Science et ensuite on va continuer avec ESI, Essential Science Indicators, et il va y avoir une partie théorique puisqu'il est indispensable, avant d'utiliser ces outils et avant d'étudier l'impact, de comprendre les indicateurs. Alors, nous commençons avec notre premier chapitre. Chercher et analyser les publications d'une institution dans Web of Science. Comment est-ce qu'on peut faire? Alors, on va le faire à travers quelques exercices et je vais dans Web of Science. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même requête très simple que la dernière fois. Imaginons que je suis en train de chercher les publications sur un sujet de recherche spécifique. Donc on va réécrire ici Composite, une requête toute simple. Et ce que je voulais vous montrer, c'est sur la gauche, parmi les filtres, si je veux savoir parmi ce million de documents, quelles sont les organisations, les institutions qui ont publié le plus et qui donc font beaucoup de recherches sur les composites. Il y a une séquence sur la gauche, un petit panneau qui m'indique affiliation. Donc je vois toujours les 5 premiers, mais je peux cliquer ici pour les voir toutes. Oups, alors là ce que je vais faire, c'est que je vais descendre. Le tableau est tellement grand, voilà, je vais le remettre au début. Comment sont organisées ces affiliations, ces institutions, organisations? Elles sont organisées de cette manière, donc la colonne elle continue à descendre et c'est organisé par chiffre, nombre de documents qui répondent à la requête composite et qui ont au moins un auteur affilié à ces institutions. Donc voilà comment ça marche et il y en a énormément et donc on voit ici la liste mondiale en fait. Je reviens en arrière. Alors maintenant on ne va pas aller voir dans le monde entier. On va se concentrer sur le Maroc. Donc ça je l'ai fait hier. Il y a un autre filtre que je vais utiliser aujourd'hui. Je ne sais pas si vous aurez l'occasion d'utiliser, mais moi j'ai envie de me concentrer sur le Maroc. Donc je vois à nouveau tous les pays ici et j'aimerais voir les documents avec au moins un auteur affilié à une institution marocaine. Donc comme je ne sais pas où se trouve Maroc dans toute cette liste, parmi les chiffres, ce que je vais faire, c'est que je vais l'organiser par alphabet et donc je sais que maintenant je dois chercher dans la liste à la lettre M. Alors Maroc. 1837, voilà, donc c'est ces documents que je veux voir. Et maintenant, je vais regarder à nouveau les affiliations. Et certainement là, ça sera des noms beaucoup plus familiers. Donc vous voyez maintenant, je mets toute la liste à nouveau plutôt que les 5 premiers. La liste des institutions marocaines qui ont publié le plus en rapport avec les composites. Et ça commence par l'université Mohamed V de Rabat. Ensuite, il y a le CNRS. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit ici? Il n'y a pas que des institutions marocaines, parce qu'on voit toutes les affiliations dans ces documents. Et comme les institutions marocaines collaborent avec d'autres institutions au niveau mondial, et là on voit, il y a le CNRS en France, les universités françaises, et même au-delà, dans d'autres pays européens et dans d'autres continents. Donc là, on voit toutes les affiliations de tous ces documents. Il y en a au moins, dans tous ces documents, il y a au moins une personne affiliée à une institution marocaine, mais je les vois toutes en fait. Donc je vois également leurs collaborateurs. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais
peut-être aussi ouvrir un document pour qu'on voit un petit peu comment comment apparaissent ces adresses. Alors, j'ai ouvert le premier par hasard. D'où vient cette information au sujet des affiliations? Elle est écrite ici dans cette section de la notice. Information sur l'auteur, donc il y a l'auteur de correspondance et il y a les adresses avec des petits chiffres 1, 2, 3 parce que à côté des noms des auteurs, nous avons également le 1, 2, 3 pour savoir de quelle institution ils appartiennent. Donc on voit les adresses telles qu'elles sont indiquées dans le document original. En fait, pas vraiment telles que, parce que nous appliquons des abréviations pour des mots qui sont très courants. Par exemple, université apparaît toujours comme univ. Ça peut être university, universidad, université. Donc univ, c'est international. Donc nous, Web of Science, Clarivate, nous appliquons ces abréviations. National, l'abréviation est toujours la même. Sciences, SCI. Mathématiques, MAT, mécanique, MECH, laboratoire, lab. Donc on applique ces abréviations et aux adresses telles qu'elles apparaissent dans le document original. Maintenant, regardez ces petites flèches qu'on a ici. On en a deux, pour le 1 et le 3. Ah non, pour le 1 et le 2, voilà, qui m'indiquent que ça c'est l'adresse que les auteurs ont indiqué dans les documents originaux, c'est la ligne 1, et ce qui est caché en dessous, c'est l'affiliation. C'est quoi l'affiliation? C'est le nom unifié de cette institution dans Web of Science, parce que je peux chercher ou bien l'adresse, ou bien le nom unifié. Et pour la deuxième ligne, alors c'est écrit comme Mohamed V Rabat Univ, et en fait le nom unifié c'est Mohamed V University of Rabat. Donc ce sont deux choses différentes. Première ligne l'adresse, deuxième ligne qui est cachée derrière la flèche, c'est la ligne d'affiliation. Et je peux faire une requête ou bien sur la première ou bien sur la deuxième, et c'est ce que je voulais vous montrer, la différence en fait. Quand je cherche le champ adresse, je cherche toute cette ligne en fait. Donc je peux chercher le nom de l'institution, ça va chercher le nom de la rue quand il est écrit, le nom de la ville, ça va chercher le pays, ça cherche vraiment tout ce qu'il y a dans cette ligne-là, donc la même. Et quand je cherche l'affiliation, c'est différent. On cherche un nom tel quel en fait, le nom que cette institution a choisi pour apparaître dans Web of Science, et on le connaît ou on ne le connaît pas, mais au moins vous verrez comment le chercher. Alors là c'était pour la théorie, connaître la différence entre une adresse et une affiliation, comment est-ce que ça se traduit en termes de requêtes. Alors on part au départ et on va faire deux requêtes différentes. Alors, ah oui, là je vais nettoyer. Voyons d'abord le champ adresse, le premier que vous avez tendance à utiliser quand vous faites des recherches, et c'est pas mal. Alors, prenons comme exemple l'université Hassan II de Casablanca. À titre d'exemple, aucun conflit d'intérêt, je n'ai jamais été à aucune de ces universités. Donc je vais l'écrire tel quel, j'ai vu que son nom était unifié de cette manière, et je le cherche dans le champ adresse. Je cherche, et il me dit qu'il n'a rien trouvé. Ah, il n'a rien trouvé, alors peut-être qu'il faut que je le mette entre des guillemets pour dire c'est exactement ce mot-là que je veux que tu cherches, c'est le nom unifié. Toujours rien. Pourquoi? C'est normal, c'est pas comme ça que ça marche en fait, le champ adresse. Donc je reviens en arrière. Le champ adresse ne cherche pas les noms unifiés, il cherche des mots dans une ligne. Donc je me dis, peut-être que je vais commencer par Hassan II en fait. Et on va voir ce qu'il trouve. Et en fait, plutôt que chercher Hassan et 2, je vais le mettre entre guillemets quand même. Et je vais voir si j'ai des institutions qui s'appellent Hassan II. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est... non, je vais commencer par Hassan II. Allez. Alors, est-ce que... Alors, il y a des publications où il y a Hassan II dans l'adresse. Forcément, il y en a, j'en ai vu. 9800, sauf que quand je regarde les affiliations, je vois qu'il y en a au moins deux. L'Université de Casablanca
et l'hôpital universitaire dans le centre de Fès, si j'ai bien compris. Donc ma requête n'est pas suffisamment spécifique. Autant pour moi, je vais l'améliorer. Comment est-ce que j'améliore ces requêtes? Avec l'opérateur booléen same. Qu'est-ce que c'est same? C'est un opérateur, enfin pas vraiment booléen, c'est un opérateur qui ne fonctionne que dans le champ adresse. Donc vous ne pouvez pas l'utiliser dans topic. Et same équivaut à chercher. Je veux que l'outil cherche dans la même ligne d'adresse Hassan 2 et Casablanca. Et en fait, je vais même faire mieux que ça puisque je veux que ce soit universitaire. Donc Hassan 2, Univ et Casablanca. Je veux l'université, mais j'ai vu qu'il y avait également un hôpital universitaire, donc je ne vais pas y arriver. Et par contre, avec Casablanca, là oui, je fais le distinguo avec l'hôpital universitaire qui a Fès, d'après ce que j'ai compris. Donc je demande à l'outil de chercher dans toute la ligne une adresse qui contient Hassan 2, qui contient Univ et qui contient Casablanca. Et à partir de là, je trouve 6000 documents. Donc vous voyez, c'est un petit peu compliqué pour chercher une institution, et des fois ça peut être plus simple, des fois ça peut être un peu plus compliqué, tout dépend du nom en fait de cette institution. 6026 documents, néanmoins, alors je redescends, affiliation, j'en vois 5800 ici. Et je me dis, tiens, il y a une petite différence. Pourquoi il y a cette petite différence? Peut-être que je sais pas, il y a des documents qui contiennent ces mots-là, mais qui ne font pas partie de Hassan 2, ou alors des variantes qui ne sont pas unifiées. Donc, vous voyez comment ça marche avec adresse. C'est un peu compliqué, c'est possible quand il y a une institution qui n'est pas unifiée, mais il y a une manière beaucoup plus simple de le faire. Et on va revenir au début. Cette manière beaucoup plus simple de le faire, c'est de chercher le nom unifié, donc de ne pas chercher dans adresse, mais de chercher dans affiliation. Je vais le retrouver, voilà, il est plus en avant. Affiliation. Donc le champ affiliation cherche dans un autre lieu et fonctionne complètement différemment. Quand je cherche affiliation, en fait, je ne peux pas écrire le nom d'une institution, puisqu'en fait, il faut que ce soit exactement le nom unifié. Donc en fait, si je commence à écrire Hassan, j'ai un menu déroulant qui m'apparaît en me disant voilà les noms unifiés qui contiennent le mot Hassan. Il y en a uniquement 5, pas plus que ça. Et vous voyez, il y a un petit peu de tout. Je ne suis pas sûre que tous soient au Maroc. D'ailleurs, pour celui-là, j'ai un doute, je ne suis pas sûre. Les autres, oui, il me semble. Donc, celui qui nous intéresse, c'est celui-là. Donc, je ne peux pas taper son nom. Je suis obligée de sélectionner son nom pour être sûre que ça va marcher. Donc, c'est une manière de chercher. Commencer à taper et voir ce qui apparaît. Et si j'écris Casablanca, voyons. Casablanca, qu'est-ce qui m'apparaît? Ah, nous avons l'hôpital universitaire. Ok, donc il y en a 2 qui contiennent le mot Casablanca. Il y a une autre manière beaucoup plus puissante de chercher, et parfois c'est utile, c'est d'utiliser l'indice que nous avons ici. Quand j'utilise cet indice, je cherche au-delà du nom unifié. Je cherche également toutes les variantes. Alors on va voir comment ça marche. J'écris le mot Hassan, find, et vous allez voir tout ce que je trouve, énormément de choses, et il n'y a pas forcément le mot Hassan dans le nom unifié. Voyons voir comment ça marche. Ça cherche le nom et les variantes. Mais qu'est-ce que c'est que ces variantes? Alors, on va voir les variantes de l'université Hassan II de Casablanca, et maintenant, vous allez pouvoir visualiser ce que c'est qu'une unification. Je vais cliquer sur le point d'interrogation, et à partir de là, vous voyez, derrière ce nom unifié, cette affiliation, donc c'est le nom unifié, il y a toutes ces variantes de noms qui sont incluses, c'est-à-dire comment est-ce que les auteurs l'ont écrit dans leur document. Et voyez, c'est énorme. Il faudrait que je cherche tous ces noms-là pour trouver toute la production scientifique de Hassan II. C'est très compliqué, n'est-ce pas? Donc c'est beaucoup plus simple de faire une recherche par affiliation et pas par adresse avec des centaines de variantes. D'ailleurs, cette liste, elle n'est pas complète. C'est quelque chose que vous pouvez visualiser, mais la liste complète, elle est dans un outil auquel vous n'avez pas accès, mais ça vous donne une idée de ce que ça représente une unification. Énormément de variantes de noms. Ça, c'est ce qui apparaît dans le champ adresse.
et des fois le 2 n'a pas été bien écrit, ça a été compris comme des L, et plein d'autres choses. Donc faites le distinguo entre adresse et affiliation, avec un nom bien précis qui a été décidé par la propre institution. D'ailleurs, ce nom peut apparaître dans différentes langues du moment que ce sont des caractères latins. Ça peut apparaître en anglais, ça peut apparaître en français, ça peut apparaître dans plein d'autres langues, mais effectivement, dès qu'on sort des caractères latins, que ce soit l'arabe, que ce soit le chinois ou autre, là c'est plus possible, c'est plus lisible pour Web of Science. Donc il faut rester avec ces caractères latins, mais la langue peut varier. Donc voilà pour que vous compreniez bien la différence entre ces deux requêtes. Alors, c'est bien l'université Hassan II de Casablanca que je veux chercher. Donc c'est pour ça que quand j'ai cherché Hassan, j'ai certainement dans ces autres affiliations qu'on voit ici, parmi leurs variantes, si je clique, parce que celle-là par exemple, j'ai aucune idée de où c'est. Ah, Bangalore, ok. Il doit y avoir le mot Hassan dans cette liste quelque part pour une raison ou pour une autre. Voilà, que j'ignore. Mais c'est pour ça que je le trouvais, alors que ça m'intéresse pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, donc je vais rajouter, maintenant que j'ai vu ces variantes, ajouter Hassan de University of Casablanca, add to query, et je reviens à mon point de départ comme si j'avais commencé à l'écrire. Et maintenant, je vais faire cette requête qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus propre. Et j'ai 13 181 résultats. Et cette fois-ci, si je regarde dans affiliation, j'ai exactement le même chiffre. Il n'y a aucune différence puisque c'est exactement le même champ. Alors maintenant qu'on a obtenu ce résultat, qu'on a appris à faire une belle requête facilement avec une affiliation au lieu d'une adresse, imaginons que je sois membre de l'administration de cette université et j'ai envie de faire un rapport, par exemple. Alors, on va rappeler quelques petites choses. Je peux affiner par type de document. En général, pour les rankings, les classements internationaux, il y a des types de documents qui rentrent et pas d'autres. Là, si nous voyons tous les types de documents, vous voyez qu'il y a énormément de choses. Il y a même des rétractions et j'ai surtout pas envie d'avoir ça dans mon rapport. Des corrections, des notes, ça m'intéresse pas plus que ça, des lettres non plus. Donc comment est-ce que je vais faire? Pour les types de documents, pour sélectionner ceux qui m'intéressent, en fait, plutôt que de faire un refine, je vais faire un exclude, parce qu'il y en a qui ont deux typologies. Donc en fait, ce que je vais faire, je ne veux que les articles et les articles de synthèse, review article, donc tout le reste, tout ce qui est coché, je vais l'exclure. Et c'est la meilleure manière de rester uniquement avec des articles et des articles de synthèse. Donc tout le reste, je l'exclus. Alors vous voyez, j'ai appliqué un premier filtre. Il me reste 9300 documents et je n'ai que des articles et des articles de synthèse. Deuxième filtre que je vais appliquer. Imaginons que je veux faire un rapport pour une année spécifique. J'ai plusieurs manières d'appliquer ce filtre. Alors, celui qui est le plus simple, mais pas forcément le plus fiable, celui-là, il est plus pour les chercheurs. Ce filtre-là, il est très facile. C'est l'année de publication. Imaginons 2021. Voilà. Donc 1205 documents publiés en 2021. Donc ça, je cherche l'année de publication et des fois ça peut être aussi un accès anticipé. Sachez que il y a toujours deux dates pour chacun des documents, la date de publication et la date d'indexation. Regardons par exemple pour celui-ci. Publié en décembre 2021 et indexé juste un peu avant en novembre 2021. En fait, tout dépend de quand est-ce que les revues nous envoient cette information. Donc, ils nous l'ont envoyé à l'avance, donc on l'a indexé avant même qu'il soit publié, en fait, avec une date finale. Je reviens à mes résultats. Je voulais profiter surtout pour les administrateurs, parler de la différence entre une année de publication et une année d'indexation. Et je peux également affiner ma requête par année d'indexation. C'est quoi la différence? Alors, si je clique sur Add Date Range, Publication Date,
et index date. Donc l'année de publication, le mois de publication, c'est quelque chose que définit la revue. Ce sont eux qui publient, pas nous, nous ne publions pas. L'indexation, c'est quand nous ajoutons cette information à Web of Science. C'est ce qu'on appelle l'indexation. Quand est-ce que ce document apparaît dans Web of Science? Donc c'est à une date différente de la publication. Voyons par exemple, là je vais par exemple voir les documents. Alors j'avais affiné par 2021, publié en 2021, et je vais regarder indexé, publié en 2021, et ça se trouve en décembre 2021, et indexé en 2022. Donc year to date, c'est du 1er janvier 2022 à aujourd'hui. Donc je vais appliquer un filtre supplémentaire et on va trouver quelques documents. Voilà, et la plupart ils sont de la fin de l'année. On voit ici décembre 2021, on revient à celui-là qui a été publié en décembre 2021 et indexé en 2022. C'est pour que vous voyez bien la différence entre les deux dates. Donc en fait, quand vous faites une requête, donc je pense que pour les chercheurs, ça ne les intéresse pas trop, la date d'indexation, c'est plutôt la date de publication, mais je pense que pour les administrateurs, c'est quelque chose qui peut vous intéresser, la différence entre ces deux dates. Donc des fois, surtout pour les livres et les conference proceedings, le délai peut être de plusieurs mois, il n'est pas immédiat, parce qu'en fait, tout dépend de à quelle fréquence les éditeurs nous envoient cette information. Donc rappelez-vous, je reviens en arrière, que quand vous faites une requête, alors je reviens à mes résultats, voilà. Là, je vais enlever ceci. Voilà, je vais garder mes types de documents. À chaque fois, et vous le voyez, à chaque fois que vous faites une requête de documents, il y a cette possibilité d'affiner par date de publication, et d'ailleurs plus qu'une année de publication, là vous pouvez regarder une date dans le dernier mois par exemple, ou la date d'indexation. Alors voyons par exemple Custom, publié depuis, alors là je vais mettre 2022, on va dire le début de l'été, 1er juillet, allez, 1er juillet, et là 2022, et ben la date d'aujourd'hui, 9 et 27. Alors c'est comme ça qu'on écrit les dates, j'espère que je ne me suis pas trompée. Voilà. Et il y a 158 documents avec les différents filtres que j'ai appliqués. Donc là, cette fois-ci, j'ai utilisé la date de publication. On voit ce qui a été publié le plus récemment. Donc vous pouvez également le faire par date et pas uniquement par année. Donc je reviens en arrière, voilà, et je reviens à ça, search, à mon résultat antérieur. Donc ça, c'était pas pour que vous fassiez la distinction entre la date de publication et la date d'indexation, pour bien comprendre la différence. Indexation, c'est quand ça apparaît dans Web of Science. C'est ce qu'on appelle indexé, et quand ça apparaît indexé, c'est quand la notice du document apparaît. C'est ce qu'on appelle un document indexé, et c'est différent de la publication. On n'a vraiment aucune relation avec la publication. Ce sont les propres éditeurs qui gèrent les publications et qui nous les envoient pour qu'on indexe ce document dans Web of Science sous forme d'une notice. Maintenant, allons au-delà d'une liste de documents. Il y a la possibilité d'avoir une vision, une perspective ample de ces 9000 documents sans avoir à lire toutes ces notices, c'est énorme. Alors, remettons par exemple un filtre, alors plutôt que 2021, on va se dire, bah, tiens, je vais analyser la production scientifique récente de cette institution, par exemple 2018, depuis 2018. Allez, on va regarder des choses récentes. Allez, ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5... ouais, même pas 5 années complètes, et on voit qu'il y a déjà 8 documents avec une date de publication de 2023, et ça a été indexé en 2022. Donc là, c'est l'inverse, ça a été indexé avant. C'est possible, tout à fait possible, c'est pas un souci ça. Alors imaginons que je veux avoir une vision d'ensemble de la production scientifique des chercheurs
de l'Université Hassan II de Casablanca, uniquement pour les articles et les articles de synthèse. Depuis 2018, je peux profiter de cette icône analyser résultats, analyser ces documents. À quoi ça correspond? Ça correspond à regrouper ces documents, ces 4000 documents, en fonction de différents critères qui apparaissent ici. Alors on va en voir quelques-uns. Par exemple, Publication Title. Publication Title, ce sont les revues dans lesquelles ça a été publié. Donc j'ai une image qui m'apparaît ici, qui m'indique les titres des revues dans lesquelles les chercheurs ont publié avec la plus grande fréquence, en commençant par ici en fait, 120, 108, et ça continue à descendre de cette manière. J'en ai 10, mais je peux en mettre jusqu'à 25 dans cette visualisation. Donc, énormément de publications, enfin le plus grand score, c'est pour les annales de médecine et de chirurgie. Et ensuite, on a physique et à nouveau physique et la médecine, Pan-African et la computer science, etc. Donc là, j'ai cette visualisation. La liste complète, au-delà des 25, elle est toujours ici en bas et je peux même la télécharger plus que ce que je vois dans ma table parce que parfois il y a énormément de lignes, donc je peux télécharger jusqu'à 100 000 lignes et là dans ce tableau il y en a 1420 puisque ce sont des noms de revues. Donc comme ça je peux voir dans quelle revue mes auteurs, imaginons que je travaille pour cette université, publient le plus fréquemment. Continuons, essayons de réorganiser ces documents par un autre critère. Les éditeurs, tiens, publishers. Alors, le plus fréquent, c'est Elsevier, sans surprise. Et ensuite, ce sont des revues de Springer Nature. Et en troisième position, MDPI. Donc ça se lit comme ça, je descends. Et ensuite, je remonte et je redescends. Donc c'est une autre manière aussi de voir quels sont les éditeurs que vos auteurs utilisent le plus fréquemment. On va continuer, on va regarder Affiliations. Alors là, ils m'apparaissent en plus de ma propre université, m'apparaissent d'autres universités et institutions, pas que des universités. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour ces 4000 documents, nous sommes en train de voir toutes les affiliations, pas uniquement les affiliations marocaines, toutes les affiliations et très souvent, c'est des collaborations entre diverses institutions. Donc c'est pour ça que même si la totalité, ils ont Hassan II University of Casablanca, et bien maintenant qu'est-ce qu'on voit? On voit les institutions avec lesquelles ces auteurs collaborent le plus fréquemment. En général, on voit les universités voisines en premier lieu, donc celle du Maroc, mais pas uniquement. On voit également le CNRS en France, ici une association d'universités françaises, et un petit peu un mélange, et après ça va également dans d'autres pays. Vous voyez, c'est vraiment très international. Donc là, en fait, c'est une belle visualisation des collaborations internationales des auteurs de Casablanca. Et cette liste apparaît également en bas complète si je veux la télécharger. Donc on visualise ici les collaborations. Et on va en voir un dernier. Les funding agencies, les fonds, les financements, quand ils sont précisés dans le document original et dans la notice. Donc à nouveau, j'ai une visualisation de 25 et on voit en première position la Commission européenne, ensuite l'ANR français, ensuite UK. À nouveau, on voit des financements étrangers parce que certainement ces publications sont le fruit de collaborations internationales et donc les fonds peuvent provenir de n'importe où. Ils peuvent provenir du Maroc comme ils peuvent provenir des pays de nos collaborateurs. Donc c'est comme ça, c'est pour ça qu'on voit toutes ces financements ici. Et je vais vous rappeler d'où provient cette information. Comment se fait-il que j'ai cette information pour ces documents? Parce que ça apparaît dans la notice également. Donc ce que je vais faire ici, j'ai la possibilité d'extraire par exemple ces 425 documents
qui ont reçu un financement de la Commission européenne et où il y a au moins un auteur de l'université Hassan II. Donc, si je me mets sur le carré jaune, vous voyez, il y a un petit message qui apparaît, View 425 Records, je vais cliquer et je vais atterrir sur une page 425 documents avec au moins un auteur de Casablanca et déclaration qu'ils ont reçu des fonds de la Commission européenne. Et nous allons voir où est-ce que cette information apparaît dans la notice. Elle apparaît ici juste après les adresses des auteurs. En fait, comment est-ce que nous avons cette information? Nous, depuis 2008, ce que nous faisons, c'est que nous recopions ici le texte des remerciements tel quel. Et ce texte des remerciements, où on peut remercier les financements, les institutions et parfois des personnes aussi, des particuliers, nous le transformons en ce tableau. Et nous pouvons d'ailleurs faire une requête sur ce tableau où nous voyons tout ce qui a été déclaré, donc là, la région de Normandie et également la Commission européenne. Et parfois, il y a plus de détails. Là, j'en vois pas plus. Essayons le deuxième. Des fois, quand il y a plus d'informations, on a même les numéros des subventions. Tiens, bah, en voilà un, où le numéro de subvention a également été précisé dans les remerciements. Et donc, nous avons pu l'ajouter. Donc, par exemple, si je travaille pour la Commission européenne, je peux faire une requête dans Web of Science avec European Commission et voir tous les documents que ça a générés, ou bien une requête plus précise avec une subvention, un code de subvention, et voir, grâce à ce financement, quelles sont toutes les publications qui sont apparues. Donc tout cela, je peux, si vous cherchez dans Documents, vous verrez qu'il y a la possibilité de chercher par Funding Agency et par Grant Number. Donc voilà ce que je voulais vous montrer pour Web of Science en ce qui concerne la recherche de la production scientifique ou académique d'université, comment on peut filtrer et comment on peut commencer à l'analyser. Alors maintenant, on va passer au chapitre 2. Alors j'avance un petit peu dans ma présentation, donc ça, c'est ce que j'ai fait. Et nous arrivons au chapitre 2 de cette formation. Alors maintenant, nous allons complètement changer. Nous passons à une autre plateforme, à un autre outil qui s'appelle Essential Science Indicators. Un outil qui utilise les données de Web of Science, puisque Web of Science, c'est la base. Les autres outils utilisent ces métadonnées. Alors, présentons Essential Science Indicators brièvement. Pourquoi Essential Science Indicators? Pour vraiment tirer de toute cette information les documents ou les institutions qui ont l'impact le plus élevé sur une période de 10 années en fait. Et on ne va pas regarder des choses trop récentes et on ne va pas regarder des choses trop vieilles non plus. Trop récent, ça n'a aucun sens. Il faut attendre un minimum de 2 ans pour que les citations commencent à s'accumuler. Et trop vieux, ça n'a plus aucun sens puisque les choses évoluent quand même dans le cours des années. Donc, cet outil, il a été créé en 2001 par Eugene Garfield, qui a eu cette idée, qui est également l'inventeur, le créateur de Web of Science et de JCR et du facteur d'impact. Alors maintenant, regardons les données qui sont dans SI. Des données qui proviennent de Web of Science, mais ce n'est pas tout Web of Science. On applique ici vraiment une sélection de types de documents, etc. et on organise différemment. Alors, dans SI, nous avons uniquement des revues de sciences et de sciences sociales. Donc ça, c'est la première chose. Pas tout Web of Science, uniquement sciences et sciences sociales. Et que 2 types de documents, des articles et des articles de synthèse. Donc vraiment là déjà 2 filtres qui s'appliquent. Ensuite, en ce qui concerne la couverture d'année, ce n'est uniquement que les 10 dernières années. Donc vraiment on a un éventail d'années, un intervalle d'années qui en fait bouge tous les 2 mois parce qu'on actualise, on met à jour tous les 2 mois. Donc ces 2 années, elles bougent, c'est un fichier de 10 ans qui tous les 2 mois bouge de 2 mois en fait à peu près. Et comment est-ce qu'on organise cette information?
On l'organise différemment que la Web of Science. Dans Web of Science, les revues scientifiques sont organisées en 254 catégories. C'est ce qu'on a vu dans le module B. 254 catégories de la Core Collection. Eh bien, dans SI, c'est différent. C'est beaucoup plus large. On appelle ça des disciplines et il y en a 22. Vous pouvez les lire ici. D'ailleurs, des fois, vous allez entendre 21, des fois, vous allez entendre 22. Pourquoi? Il y en a 22 dans cette liste, mais on va dire qu'il y a 21 disciplines plus une qui est multidisciplinaire. C'est pour ça que des fois c'est 21, des fois c'est 22. Pourquoi multidisciplinaire? Parce qu'il y a des revues multidisciplinaires qu'on ne peut pas vraiment caser dans aucune de celles-ci. Science, Nature, PLOS ONE, etc. sont des revues multidisciplinaires qu'on doit, on va dire, traiter différemment. Donc pour ces revues multidisciplinaires, on a rajouté une 22e discipline multidisciplinaire, puisqu'il n'y a pas d'autre choix. Quant aux citations qu'on prend en compte, ce ne sont pas toutes les citations de la Core Collection, ce sont les citations qui proviennent des revues de sciences, sciences sociales et arts et humanités. Donc voilà pour la couverture des données et l'organisation des données de Essential Science Indicators qui est un peu différente de Web of Science. Donc, parmi toute cette information, qu'est-ce qu'il faut retenir? Sciences et sciences sociales, articles et révisions, donc sciences sociales ici, articles et révisions, 10 années, uniquement les 10 dernières années, et 22 disciplines. Pour l'accès à Essential Science Indicator, je vous mets ici l'accès. Il faut être dans les mêmes conditions que Web of Science ou JCR pour accéder, c'est-à-dire soit in situ dans l'institution à laquelle vous êtes rattaché, ou bien si vous êtes à l'extérieur, il faut vous identifier via cette institution pour y avoir accès, puisque c'est la seule manière d'avoir accès à ces abonnements. Et vous avez la possibilité à chaque fois d'utiliser le même compte. Si vous êtes en dehors, c'est un compte partagé entre tous les outils. Si vous êtes pour chacune de ces plateformes, à droite en haut, si vous cliquez sur Products, vous avez tous les outils auxquels vous avez accès de toute façon. Et d'ailleurs, alors pour ici, dans l'aide en ligne, si je clique dans Help, donc je vais vous montrer la page de départ, je l'ai ici. Voilà, quand on ouvre Essential Science Indicators, voilà ce qu'on voit. Dans l'aide, ici, en ligne, j'ai deux informations supplémentaires qui peuvent aider les spécialistes. D'une part, si vous voulez savoir exactement c'est quoi ces 10 dernières années, il y a la possibilité, alors je crois que c'est ici dans Scope and Coverage, non c'est pas ici, alors c'est dans What's New, Dataset Updates, voilà. Dans What's New Dataset Update, je vois exactement ces 10 dernières années aujourd'hui, 27 septembre 2022, c'est 10 années et 6 mois. Du 1er janvier 2012 au 30 juin 2022. En dehors de cet intervalle de temps, nous n'avons pas les données de Web of Science. Et donc tous les 2 mois, ça va varier. On le fait 6 fois par an. Donc cette actualisation. Et d'ailleurs, vous pouvez voir la prochaine fois que ça va arriver. Alors ça, c'est la dernière fois que ça a été mis à jour. Donc ce sera le 10 novembre. Le 10 novembre, prochaine mise à jour de Essential Science Indicators et ça inclura les données de janvier 2012 à août 2022. Donc ça, c'est vraiment pour les personnes qui veulent rentrer dans le détail. Autre aide par rapport aux revues qui sont incluses dans Essential Science Indicators, qui sont une partie de celles qui sont dans Web of Science. Si vous voulez voir cette liste de revues, vous pouvez la télécharger ici, cette liste de revues. Et si vous voulez voir plus précisément les 22 champs, vous pouvez également les voir ici. Donc quand vous les téléchargez, vous voyez à quel champ elles apparaissent. Donc chaque revue appartient à une seule discipline. Ce n'est pas comme pour les catégories où une revue peut être dans différentes catégories. Là, ce n'est pas le cas. Une revue, une discipline et pas plus. Donc vous pouvez ici télécharger ces deux listes
qui sont dans l'aide en ligne. Alors ça, c'était pour la présentation de Essential Science Indicators et maintenant on arrive aux indicateurs de performance. Alors, parce qu'il est important de comprendre ces indicateurs de performance. Alors, une petite partie théorique aussi avant de rentrer dans la pratique. Alors, dans les modules antérieurs, je vous ai expliqué au moins à 2 reprises que quand on regarde le nombre de citations, que ce soit pour un document, que ce soit pour une revue ou pour un auteur, on doit prendre en compte le contexte. Si on ne prend pas en compte le contexte, on peut faire des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être, qui n'ont aucun sens. Donc là, à nouveau, on va voir comment dans ESSI, Essential Science Indicators, on prend en compte ce contexte pour déterminer, par exemple, les documents qui ont l'impact le plus important, c'est-à-dire le nombre de citations le plus important comparé à des documents similaires, c'est-à-dire comparé à des documents dans la même discipline et la même année de publication. Alors, cette information, elle provient de ESSI, donc dans Field Baselines. Je vais vous montrer où est-ce que c'est, et on va y aller d'ailleurs. Field Baselines. Oups, alors on va lui demander de continuer. On va voir ici, alors je vais revenir, les lignes de base, alors on va dire. Field Baseline, Citation Rate, voilà. Alors, nous voyons ici les 22 disciplines dans ce tableau et nous voyons ici les années. Et d'ailleurs, vous voyez, l'ascenseur il est un petit peu en bas, donc on voit jusqu'à l'année la plus récente, 2022. Moi, je préfère regarder par ici. Et ça me permet de savoir la moyenne, en fait, pour un document publié dans une revue de chimie, imaginons, en 2014, la moyenne des citations, c'est 26,75. Donc, ça me permet de savoir, si moi je regarde un document publié cette année-là en chimie, de savoir si je suis dans la moyenne, au-dessus ou en dessous. C'est déjà une bonne information. Ici, je vois la moyenne. Donc, il est indispensable de savoir c'est quoi la moyenne dans un contexte déterminé. Une année de publication, 2014, et une discipline. Et vous voyez qu'on peut utiliser cette table de cette manière. Maintenant, regardons mathématiques. Mathématiques complètement différents. 2017. Et ben pour un document publié dans une revue de la discipline mathématique, en 2017, la moyenne c'est de 6 citations. Vous voyez, il y a quand même une grande différence. Donc c'est important de prendre en compte ce contexte pour savoir, pour un document déterminé, si je suis au-dessus ou je suis en dessous. Donc ça, c'est pour les Fields Baselines. Prendre en compte la discipline et l'année de publication. Maintenant, on va regarder dans ESSI, nous n'avons pas toutes les institutions, ni tous les pays, ni toutes les revues. Donc comme je vous le disais, on prend les 10 dernières années et on va prendre le haut de la liste en fait. Le 1% des institutions qui ont le plus grand nombre de citations, 50% des pays et 50% des journaux. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est plutôt, je vais plutôt prendre, la deuxième partie. Donc c'est les highly cited et les hot papers qu'on va voir juste après. Donc si vous regardez les institutions et les pays et les journaux, on va éviter les chercheurs, toujours, même s'ils sont dans la table, on ne va pas les utiliser parce que ils apparaissent sous différentes variantes de leur nom. Donc ce ne sont pas des données qui sont fiables. Donc comment est-ce que je sais les institutions, les pays et les journaux qui vont pouvoir rentrer dans ESSI? Eh bien, j'ai une autre table qui s'appelle ici Threshold. Ce sont des seuils de citation. Alors, je vais la montrer également. Je vais rentrer. Où est-ce qu'elle est cette table? Je vais aller à Citation Thresholds. Et je vais vous montrer, voilà, ESSI Thresholds, on est là. Donc, pour une institution,
on va dire institution, on va commencer par ça, pour être dans Essential Science Indicators, dans le domaine de, allez, on va dire Material Sciences, il faut au moins avoir recueilli 7920 citations, sinon nous n'apparaîtrons pas dans la liste. Donc s'il y a une institution que vous ne voyez pas dans la liste en faisant une recherche dans SI, rappelez-vous qu'elles n'y sont pas toutes. C'est uniquement 50% le haut de la liste des 50%, et c'est le 1% pour les 1% pour les institutions et 50% pour les pays et les revues. Je me suis trompée là par rapport, donc c'est beaucoup plus clair dans ma présentation ici. 1% pour les institutions, 50% pour les pays et les journaux, et ces données sont également dans le tableau. Donc maintenant qu'on a vu la théorie, le contexte, les seuils, les moyennes, on arrive à la partie la plus intéressante, les documents les plus cités qui apparaissent avec deux types de noms, Highly Cited Paper and Hot Paper, et c'est ce qu'on va voir juste après. Alors, voyons ce qu'est un Highly Cited Paper et un Hot Paper. Alors, on reprend le même tableau, et maintenant, vous voyez ici la définition. Pour un Highly Cited Paper, c'est toujours un document des 10 dernières années. Et on va regarder les documents, on va regarder uniquement les documents qui sont dans le haut de la pyramide, le 1% des documents les plus cités dans une discipline et pour une année déterminée. Alors que les hot papers, ce sont des publications qui sont beaucoup plus récentes, beaucoup plus d'actualité. Vraiment quelque chose, c'est pour ça qu'on l'appelle hot, des 2 dernières années, en fait, des années les plus récentes. Et à ce moment-là, on va être encore plus spécifique, uniquement le 0,1% ou 1 pour 1000 documents les plus cités dans une discipline. Donc voilà pour les définitions, les documents les plus cités dans les deux cas, mais avec un contexte différent. 10 années, 1%, 2 années, plus récents, 0,1%. Donc là, hot paper, des documents récents qui sont en train de révolutionner ou qui apportent énormément de choses, puisque s'ils sont très cités dans une très courte période de temps, ça veut dire qu'ils sont très utiles à la communauté de chercheurs qui sont en train d'être de les utiliser en fait et de les citer. Et d'ailleurs, on peut savoir combien de citations je devrais avoir pour avoir une de mes publications highly cited ou bien hot paper. Alors cette information elle est également dans les sites, donc vous voyez tout ceci apparaît dans Essential Science Indicators. Donc je reste à nouveau dans Citation Threshold. Threshold ça veut dire le seuil de citation. Ça veut dire que par exemple, alors là maintenant je suis dans l'onglet Highly Cited. Pour une publication en immunologie de 2018, il faudrait au moins 145 citations pour devenir un highly cited paper. Et on a juste en dessous pour les hot papers, on va prendre un autre exemple, Clinical Medicine, pour une publication, alors vous voyez là, c'est plus des années puisque c'est des documents des 2 dernières années, donc c'est des intervalles, on voit un document publié en janvier 2021, on voit en haut l'année, janvier 2021 Clinical Medicine, il faut au moins 16 citations pour être étiqueté comme hot paper. Donc vous avez vu la définition et vous avez vu les citations. Comment est-ce qu'apparaît cette information dans Web of Science? Parce qu'elle apparaît dans Web of Science, même si elle provient de ESI, de Essential Science Indicator. Elle apparaît avec ces deux icônes ici, une coupe ou bien une flamme. Ça chauffe, hot paper. On revient à Web of Science. Et ce que je vais faire, je vais refaire cette requête, par exemple. Et vous voyez, on a même des filtres ici. On peut filtrer parmi cette liste de 13 000 documents
nous en avons un qui est un hot paper et nous en avons 90 qui sont des highly cited. Alors je vais filtrer par exemple, je vais voir celui-ci. Et en plus, il a deux icônes, hot paper et highly cited. Ça arrive très souvent qu'il soit dans les deux catégories. Donc les deux icônes apparaissent ici et elles apparaissent, si j'ouvre sa notice, elles apparaissent sur la droite également. Et quand je clique dessus, j'ai la définition, non seulement la définition, mais ça m'indique la discipline. Alors ce document a été déterminé en mai-juin 2022, donc la dernière actualisation de SI, comme un highly cited paper parce qu'il a reçu suffisamment de citations pour le placer dans le top 1% de la discipline Engineering. Et l'information vient de Essential Science Indicators. Et là, on va regarder par hot paper, c'est 0,1% et c'est 2 années. Donc ce hot paper a été publié dans les 2 dernières années et il a reçu suffisamment de citations à la date de mai-juin 2022 pour être placé dans le top 0,1% de la discipline Engineering. L'information provient également de Essential Science Indicators. Donc cette information, ce n'est pas une information de Web of Science, c'est une information de Essential Science Indicators. Si vous la voyez dans Web of Science, et vous la voyez tous, c'est parce que dans le cadre de cette licence nationale, vous avez également un abonnement à Essential Science Indicators. Sinon, vous ne verriez pas ces icônes et vous ne verriez pas non plus les filtres rapides qu'on a ici. Donc là maintenant, je vais regarder les 90 Highly Cited Papers pour l'Université Hassan II de Casablanca. Donc voilà, et je les vois, je vois ici l'indicateur et si je clique, je vais voir également ici la tasse la coupe qui apparaît pour ces documents-là. Donc voilà pour la définition et pour l'explication de ces indicateurs qu'on voit ici. Alors maintenant, ce que je vais faire, j'en profiter pour... Alors je vais enlever ceci et je vais organiser cette liste de 13 000 documents par documents les plus cités. Alors, je les réorganise par les documents les plus cités. Et là, peut-être qu'il y a quelque chose de bizarre. Celui-là a reçu 3000 citations, 1000, 1041 et pourtant, il n'y en a qu'un des trois qui est un highly cited paper. Pourquoi? Sachant que les autres, ils ont reçu plus de citations. Eh bien, ce que je vous disais au départ, c'est que un highly cited paper est toujours un document qui a été publié dans les 10 dernières années. C'est un fichier déroulant qui bouge tous les 2 mois. Et là, on est encore dans les 10 dernières années, mais tout juste, parce que ça commence en 2012. Et là, on est déjà en dehors des 10 dernières années. 2008 et 2010. Et donc, cette distinction n'apparaît que pendant 10 ans maximum. Ensuite, ce document retombe et perd cette distinction, même s'il a plus de citations. Ok? Donc, vous allez voir dans cette liste, certains ont une coupe et d'autres n'en ont pas parce qu'ils sont plus anciens, antérieurs à 2012. Donc là est l'explication de cette différence. Toujours des documents des dernières années, même s'ils ont été pendant 10 ans highly cited paper, à 11 ans, 12 ans, ces documents n'auront plus cette distinction. C'est toujours quelque chose qui dure 10 ans maximum. Donc voilà pour l'explication. Alors maintenant, on va enfin travailler avec cet outil. Les données viennent d'ici. Donc on a vu comment elles sont calculées grâce aux moyennes et grâce au seuil. L'information apparaît ici pour les highly cited et les hot papers. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est quelques petits exercices avec Essential Science Indicators. On va commencer à appliquer. Donc, vous voyez, l'interface, elle est vieille quand même par rapport à Web of Science, par rapport à JCR. Ne vous inquiétez pas, c'est le prochain outil sur la liste. Ça va également être mis à jour. Toujours est-il que si même l'interface elle est vieille, elle est toujours très utile et on va le voir maintenant à travers quelques exercices. Alors quand on arrive, on voit un map
qui n'est pas très utile. Bon, là, on voit avec les couleurs, c'est là où il y a le plus de highly cited et hot paper. Moi, en général, je travaille plutôt avec ici les filtres et ici, ce sont les résultats. Alors, on va commencer par faire un premier exercice. On va garder ici, je veux, dans ma recherche, dans ma liste de résultats, les disciplines, les 22 disciplines, donc je les ai ici. J'ai mes 22 disciplines et je vois dans les 10 dernières années combien de documents ont été publiés, combien de citations ils ont reçues et combien de top papers il y a. Maintenant, je vais commencer à appliquer d'autres filtres. Imaginons que je veuille avoir cette liste, mais uniquement pour les institutions marocaines, pour savoir un petit peu comment on se situe. Donc, je vais appliquer un filtre ici, Country, et je vais commencer à écrire et je confirme pour le Maroc. Alors maintenant, regardons pour le Maroc. Combien de documents ont été publiés dans chacune des disciplines? Je peux organiser par cette colonne si je clique ici, Descending. Alors là où les chercheurs publient le plus, c'est en physique et en ingénierie et en chimie. Et après, ça descend. Donc c'est là, plus grand nombre de publications. Les citations, il y en a beaucoup en physique également, mais pas que. Alors je réorganise. Les citations, donc la physique reste en première place, mais on en a plus en médecine clinique. Et ensuite chimie, engineering. Donc déjà là encore, ça commence à varier. Et d'ailleurs, on a des moyennes ici. J'ai la possibilité également de voir par discipline quelles sont les disciplines qui attirent le plus de citations en moyenne par document. Et là, ça change radicalement. Et là, c'est pas uniquement que pour le Maroc. Tout ce qui a rapport avec la médecine et qui a rapport avec les sciences de l'espace sont les documents qui ont le plus grand nombre de citations. Et la physique aussi d'ailleurs. Parce que ce sont en général des publications en collaboration avec des pays étrangers, donc des collaborations internationales, et les collaborations internationales, du fait de leur visibilité, apportent toujours plus de citations. Donc c'est pas uniquement pour le Maroc, ce qu'on voit ici, en général c'est ce qu'on voit pour tous les pays. Maintenant je vais regarder cette colonne-là, Top Paper. Alors c'est quoi Top Paper? Top paper, c'est la somme des highly cited et hot paper, ce qu'on a vu avant. Donc par exemple, je peux changer ici dans mon tableau, je ne veux voir que les highly cited papers, donc tout change. Quelle est la discipline avec le plus grand nombre de highly cited papers? La physique. Quelle est la discipline avec le plus grand nombre de hot papers? Ah, ça change. Voyons voir. Ça change. Médecine clinique. Voyez? Donc ça change complètement. Et ensuite ingénierie. Et si je veux voir les deux, la somme, highly cited et hot paper, à ce moment-là, ben voilà, on appelle ça des top papers. Donc à vous de voir ce qui vous intéresse le plus, de la recherche sur 10 ans ou de la recherche sur 2 ans avec les hot papers. Donc voilà pour un premier exercice. Et vous voyez qu'en fonction de la colonne qu'on va choisir, on va obtenir et de l'indicateur qu'on va choisir, hot paper, highly cited, on va obtenir un classement différent. Et en fait, c'est ce qui se passe dans les différents classements mondiaux. Il y a pas mal de classements et chacun nous donne des résultats différents. Pourquoi est-ce que chacun nous donne des résultats différents? Parce que chacun de ces classements utilise des sources de données différentes. Certains utilisent Web of Science, d'autres utilisent d'autres bases de données. Donc déjà, il y a la source des documents qui est la source des données qui est importante. Deuxièmement, il y a la méthodologie que chacun de ces classements utilise. La méthodologie, il s'agit de quels sont les documents que je vais prendre en compte, quels sont les filtres que je vais appliquer. La plupart utilisent par exemple uniquement les types de documents articles et articles de synthèse. Donc ça, c'est déjà un filtre. Comment est-ce que je vais filtrer ces données? Et ensuite, quels sont les indicateurs que je vais utiliser, les indicateurs de performance? Ça peut être le nombre de documents publiés dans des grandes revues comme Nature. Ça peut être le nombre de highly cited papers dans Web of Science. Ça peut être plein de choses différentes. Donc chaque classement mondial va avoir des données différentes
une méthodologie différente et donc c'est pour ça qu'ils vont être différents. Et là, en faisant un exercice tout simple, avec ces disciplines dans le Maroc, j'ai vu qu'en fonction de la colonne que j'utilisais et que j'organisais, j'obtenais un classement différent. Donc vous voyez, c'est tout simplement pour vous donner un exemple de à quel point ces classements sont complexes et difficiles à interpréter. Faisons un deuxième exercice maintenant. Plutôt qu'une liste de disciplines, maintenant ce que je veux voir, c'est une liste d'institutions. Alors voilà, j'ai sélectionné l'institution et qu'est-ce qu'on voit ici? Donc voilà comment elles sont organisées. Parfois ce sont des groupements d'institutions, ceux qui ont été créés récemment, les universités européennes, et il y a également les universités françaises. C'est une stratégie très récente pour rentrer en compétition avec ces groupements d'universités en Californie et également en Chine. Ces tendances de regrouper les universités. Et puis il y a des grands centres aussi comme le CNRS et d'autres dans le monde. Donc là, c'est une catégorie à part puisque ces centres ont des laboratoires dans différentes universités. Alors maintenant, je ne veux pas toutes les institutions au niveau mondial. J'ai la possibilité également ici d'appliquer un filtre et de voir uniquement les institutions marocaines. Donc j'écris Maroc et je tape Entrée et voilà. Donc j'en ai, ben voilà, j'ai ma liste ici. Alors comment est-ce qu'elles sont organisées? Elles sont organisées par citation. Alors on va refaire cet exercice. Quelle est l'institution qui publie le plus dans les 10 dernières années, qui a publié le plus? C'est l'université Mohamed V de Rabat. Quelle est celle qui a reçu le plus grand nombre de citations? C'est également Mohamed V. Des fois c'est en rapport, des fois pas forcément. Quelle est celle qui a le plus grand nombre de citations par document? Ah, ben là ça change. Cite per document, c'est l'université Hassan II. Ah non, l'hôpital universitaire. Hassan II de Fès. Et ensuite, l'université Mohamed Ier. Donc, vous voyez, déjà, là, on a une différence. Ce ne sont pas, publie pas beaucoup, cet hôpital. Mais quand il publie, il a beaucoup de citations. Peut-être des collaborations internationales entre médecins. Ça arrive très souvent. Ça peut être une explication. Et maintenant, on arrive à la dernière colonne. Le plus grand nombre de top papers, c'est à nouveau, alors j'étais bien, oui, Mohamed V. Et je suis curieuse, donc je vais regarder Highly Cited Paper maintenant. Alors, pour les Highly Cited Papers, est-ce que c'est toujours Mohamed V? Oui. Ah, ouais, ici. Et top paper. Top paper, je reviens à ma liste. Oui, c'est pas très pratique. Je vous disais, c'est un outil un peu vieux qui garde pas mes préférences. Ah, alors, ça c'est intéressant parce que si on regarde les hot papers des publications des 2 dernières années, le plus grand nombre, c'est pour Sidi Mohamed Ben Abdallah, Université de Fès, et ensuite l'université de... Ah d'ailleurs, je crois qu'ils sont ex aequo. On en a, je crois que c'est le même nombre ici. Donc, et ensuite seulement, on commence à voir les hôpitaux. Donc si je veux voir par exemple ces documents-là, voilà, je clique et il y en a que 2, il n'y en a pas beaucoup des hot papers. Ok, ils sont ex aequo à 2. Ok. Donc voilà, je vois ces 2 documents. Il y en a effectivement, il y en a beaucoup moins. Alors, la map monde ne m'intéresse pas trop. Ah ben on est revenu au départ. Bon bah c'est pas grave. De toute façon, c'était l'exercice que je voulais vous faire voir. Ah non, on va en voir encore un deuxième. Je peux également le faire par institution. Alors un dernier exercice. Et ensuite on va conclure avec le dernier chapitre. Maintenant on va analyser plutôt les disciplines d'une université. Alors je veux comme résultat, je veux des disciplines. Ah, pas des research fronts. Des disciplines research fields, pardon. Et cette fois-ci, je vais filtrer par une institution et je vais continuer avec Hassan II, c'est mon exemple d'aujourd'hui. Aïe, je ne l'ai pas bien écrit, voilà. Hassan II, Casablanca, voilà.
Alors, qu'est-ce que nous avons? Pour cette université, si nous regardons les 22 disciplines, en fait, il n'y en a que 3 qui apparaissent. En premier lieu, physique, avec 55 top papers, et ensuite, beaucoup plus bas, clinical medicine et engineering. Donc moi, j'ai l'impression, je ne connais pas cette université, mais j'ai l'impression qu'elle est vraiment spécialisée dans les domaines de la physique, en fait, d'après l'information que je vois. Et maintenant, si j'en cherche une autre, eh ben, certainement, je vais voir une spécialisation différente. Donc voilà, vous pouvez continuer à faire ce genre d'exercice et comme ça, voir si ce qu'on trouve correspond à votre connaissance de cette université. Alors ça, c'était pour Essential Science Indicators et on a beaucoup parlé des et beaucoup utilisé les Highly Cited Papers et les Hot Papers. Maintenant, on arrive au dernier chapitre de cette formation qui est un petit peu à voir avec ça. Ce ne sont plus des documents, ce sont maintenant des chercheurs, des Highly Cited Researchers, des chercheurs hautement cités. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un chercheur hautement cité? Ça vaut la peine de l'expliquer. Qu'est-ce que nous on appelle un Highly Cited Researcher? Parce que ça a beaucoup à voir avec ce qu'on vient de voir dans Essential Science Indicators. Beaucoup de personnes pensent que c'est la personne qui a reçu le plus grand nombre de citations tout au long de sa carrière. Et c'est complètement faux, ce n'est pas ça. On va voir comment on calcule et comment on détermine ces Highly Cited Researchers. Donc pour commencer, cette liste de Highly Cited Researchers est publiée chaque année au mois de novembre. Nous sommes au mois de septembre aujourd'hui, donc nous avons encore la liste de l'année dernière, novembre 2021, et dans 2 mois, nous aurons la nouvelle liste de Highly Cited Researchers 2022. Donc bientôt, nous allons avoir une actualisation de cette liste. Vous voyez ici dans la dernière liste qui a été publiée le 16 novembre, il y avait 6600 chercheurs. Et ces 6600 chercheurs, ce qu'on analyse, c'est le nombre de highly cited papers qu'ils ont dans les 10 dernières années, puisque un highly cited paper, c'est dans les 10 dernières années. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est très proche de ce qu'on vient faire. Et où est-ce qu'on voit cette liste de Highly Cited Researchers? Donc là, c'est le lien que je vais ouvrir et que je peux également vous poster dans le chat si vous le voulez. Comme ça, vous pourrez le regarder juste après, si vous le gardez. Donc, c'est dans cette page-là qu'on a la dernière liste. Et ben, en novembre, on aura une nouvelle page. Donc l'information, ces 6600 sont organisés par différentes pages. C'est énorme, hein, 6000. Donc on peut appliquer des filtres, on peut chercher un nom, on peut chercher une institution. Et on peut chercher également ici une discipline. Par exemple, physics, vous voyez. C'est les 22 disciplines de SI qu'on a ici. Par exemple, allez, physics. Je confirme. Voilà. Et maintenant, nous voyons, alors il y en a combien, je ne sais pas. Il y a plusieurs pages de Highly Cited Researchers en physique. Ils sont organisés de cette manière. Leur nom, catégorie en fait, c'est la discipline. Et leur première affiliation, parfois ils en ont une deuxième. Ok. Ce qu'on va regarder aussi à côté qui est important, c'est la méthodologie. Donc ce ne sont pas les chercheurs qui ont accumulé le plus grand nombre de citations tout au long de leur carrière. Je vais vous le montrer plus, ça va être plus simple parce qu'on ne va pas tout lire. La méthodologie est longue et compliquée. Ce qu'on va retenir, ce sont les chercheurs qui ont le plus grand nombre de highly cited papers, donc ce seront toujours les 10 dernières années, et c'est highly cited papers, un nombre de publications hautement citées, et on fait cette comparaison dans un contexte défini qui sont les 21 disciplines de Essential Science Indicators. Donc voilà comment on les détermine. On regarde ces 21 disciplines, on regarde les highly cited papers qu'il y a dans ces disciplines et on regarde les auteurs. Et c'est comme ça qu'on fait un classement d'auteurs qui ont le plus grand nombre de highly cited papers dans une discipline. Et donc la méthodologie, elle est là si vous avez un doute.
elle est assez compliquée. Je vous la résume pour que vous voyez bien la différence entre les citations dans toute ma carrière, c'est une chose, mais c'est pas ce qu'on utilise nous, c'est le plus grand nombre de highly cited papers. Maintenant, on va revenir à notre liste et on va appliquer le filtre de pays et on va voir ce qu'il y a pour le Maroc. Donc on cherche toujours en anglais, ces bases de données sont toujours en anglais. Donc je commence à écrire et je confirme, voilà. Et nous avons une personne, Youssef Belma Kout, je ne suis pas sûre de bien le prononcer, et il n'apparaît pas dans une des disciplines que nous avons vues précédemment, donc c'est quelque chose qu'on a ajouté il y a quelques années, pour les auteurs qui publient dans diverses disciplines. Et c'était un petit peu injuste parce qu'ils ont un caractère plus interdisciplinaire, et donc le calcul est encore différent, mais ils ont maintenant également la possibilité d'avoir cette distinction. Alors, deux petites choses. Dans cette page-là, depuis quelques semaines, les liens à son profil ne fonctionnent pas puisque Publons a disparu. Et si je clique sur ces liens, je vais atterrir sur Publons. Donc en fait, pour voir son profil, ce que je vais faire, le profil de cette personne, je vais retourner à Web of Science. Maintenant, tous ces profils sont dans Web of Science et je vais le chercher comme on l'a fait jeudi dernier. Alors, c'est Belle Mab. Je crois que c'est comme ça. Non, je ne l'ai pas bien écrit. Ça commence par un E. B, K. Voilà, ça y est, je l'ai. Voilà. Et Youssef. Voilà. Alors, j'ai 3 profils. Tiens, c'est bizarre. Et j'ai l'impression que c'est la même personne. Je vois le même nom. Je vois la même affiliation. Et j'ai l'impression que ouais, c'est la même discipline. Donc, probablement, dans celui-ci, cette personne a quelques documents qu'elle a oublié de rajouter à son profil principal, à son profil vérifié. Donc, je vais ouvrir celui-là, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Donc l'autre, on l'a vu. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le profil de cette personne-là? Nous avons, eh bien, ces distinctions dans son profil. On a la coupe de Highly Cited ici, dans la dernière édition. Et on voit que cette personne avait également reçu cette distinction dans les années antérieures. Depuis 2019, 2020, 2021, cette personne a reçu 3 fois de suite la distinction de Highly Cited Researcher dans la discipline Cross Fields, en fait, puisque dans ce cas-là, sa recherche est publiée avec un caractère interdisciplinaire, donc pas les 21 qu'on a vues. Donc voilà, et ces distinctions qui apparaissent ici, le chercheur ne peut pas les rajouter, ne peut pas les enlever. Il n'y a aucun moyen pour la propre personne de gérer, on va dire, ces distinctions. C'est notre entreprise, Clarivate Web of Science, qui rajoute cette information au profil des chercheurs. Sinon, chacun pourrait se rajouter des médailles, comme on les rajoute dans le revers d'une veste. Ici, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le chercheur n'a rien fait. Automatiquement, une fois que la liste est publiée, Web of Science vient rajouter ici les nouvelles coupes et vient mettre à jour cette liste ici. Ce n'est pas le propre chercheur qui les rajoute. Donc voilà pour les Highly Cited Researchers. Maintenant, vous savez comment ça marche et vous voyez comment ça apparaît dans un profil. Donc voilà, on a vu ce profil-là. C'est tout pour aujourd'hui. Nous arrivons à la fin de ce module D. Nous rentrons maintenant dans la dernière demi-heure pour les questions. Donc il est l'heure de rouvrir votre chat et de commencer à y écrire si vous avez encore des doutes par rapport à la formation d'aujourd'hui.